Il vous est peut-être arrivé d'aimer un homme impeccable en public, brillant, fiable, maîtrisé, et pourtant, en privé, il s'excuse pour tout. Avoir faim, être fatigué, rire trop fort, ce n'est pas de la délicatesse, c'est une cicatrice qui déforme l'amour. Sous la surface lisse, une alarme restée allumée depuis l'enfance transforme chaque geste de tendresse en test, chaque limite en procès, chaque conversation en funambulisme. Et si ce que vous prenez pour de la froideur n'était qu'un mécanisme de survie encore actif, dans les prochaines minutes, je vous montre comment le repérer et surtout comment le désamorcer sans vous perdre. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va bouleverser votre compréhension des relations toxiques et surtout vous donner les clés pour sortir de ces cycles destructeurs une bonne fois pour toutes. Parce que derrière ces comportements apparemment inexplicables se cache un mécanisme neurologique précis que la science commence enfin à décoder. Imaginez un homme qui écrit des romans entiers là où un simple oui suffirait, qui lit votre micro-expression avant même que vous n'ayez conscience de ressentir quoi que ce soit, qui se crispe quand vous lui offrez de la tendresse sincère. Ces comportements ne sont pas des traits de personnalité, mais des cicatrices émotionnelles, des programmations neurologiques héritées d'une enfance où l'amour était une monnaie d'échange. Leur cerveau a été calibré en territoire hostile et continue de fonctionner en mode survie, même dans l'intimité la plus douce. Cette programmation ne s'efface pas, comme par magie à 18 ans, elle devient leur système d'exploitation pour naviguer dans le monde adulte. Dans le cerveau d'un enfant qui grandit avec des parents narcissiques, quelque chose de crucial se produit. Son système nerveux s'adapte pour la survie émotionnelle permanente, développant des stratégies sophistiquées pour éviter la douleur. 40 ans plus tard, ces mêmes stratégies sabotent ses relations les plus précieuses. Son GPS émotionnel reste programmé pour des dangers qui n'existent plus, anticipant des trahisons qui ne viendront jamais. Le résultat, c'est un épuisement émotionnel déguisé en hypervigilance amoureuse, première spirale destructrice. Cette compulsion maladive a tout justifié. Il vous envoie des messages de 15 lignes pour expliquer pourquoi il préfère le thé au café. Chaque opinion devient une dissertation. Chaque émotion s'accompagne d'excuses préventives. Cette habitude révèle un enfant qui a appris que ses besoins devaient être plaidés comme devant un tribunal pour être considérés comme légitimes. Son enfant intérieur a intégré qu'un simple non pouvait déclencher un tsunami émotionnel chez ses parents narcissiques. Résultat, 40 ans plus tard, il négocie encore le droit d'avoir des préférences. Neurologiquement, cette programmation affecte sa capacité à établir des limites saines. Pour lui, non n'est jamais une phrase complète, mais le début d'une négociation où il doit prouver que sa frontière est raisonnable. Quand votre partenaire transforme chaque limite en plaidoirie, il vous invite inconsciemment à questionner sa légitimité à dire non. Cette dynamique épuise les deux partenaires et érode progressivement la confiance mutuelle. Deuxième mécanisme, cette empathie hyper-vigilante, qui ressemble à un don, mais qui est en réalité un système d'alarme permanent. Il détecte votre stress avant vous, anticipe vos besoins, lit dans vos pensées avec une précision troublante. Avant même d'entrer dans une pièce, il sait qui est tendu, qui a besoin de quelque chose, qui cache une frustration. Cette capacité extraordinaire à vous scanner émotionnellement vient d'un passé où sa survie dépendait de sa capacité à prévoir les orages familiaux. Dans sa famille d'origine, l'humeur des parents déterminait s'il y aurait paix ou chaos, et il serait tenu responsable de choses qui n'étaient jamais de son ressort. Il a donc développé des radars émotionnels destinés à le protéger. Dans votre couple, cela se traduit par un homme qui vous gère plutôt qu'il ne vous rencontre, qui contrôle l'atmosphère plutôt qu'il ne la vit. Il devient le partenaire qui anticipe les besoins, évite les conflits, s'adapte continuellement à votre état émotionnel.
Cela semble attentionné, mais c'est en réalité épuisant pour lui et étouffant pour vous. L'intimité authentique ne peut pas naître quand tout doit être anticipé et maîtrisé. Si cette analyse résonne en vous et que vous voulez comprendre comment transformer ces dynamiques toxiques en relations épanouissantes, abonnez-vous maintenant, car ce que je vais partager ensuite pourrait sauver votre couple ou vous éviter des années de souffrance inutiles. Les mécanismes que je m'apprête à révéler sont le fruit de décennies de recherche et d'observations cliniques, et ils vont changer votre façon de comprendre l'amour pour toujours. Troisième pattern, le plus douloureux à observer, cette allergie émotionnelle à la vraie tendresse. Quand vous lui offrez de l'affection, sans arrière-pensée, son corps se raidit au lieu de s'abandonner. Il cherche le piège, attend la facture, se demande ce que vous voulez en échange. Cette réaction n'est pas de la paranoïa, mais l'intelligence du trauma. Son système nerveux a été programmé pour associer gentillesse et manipulation, car dans sa famille d'origine, chaque geste tendre cachait une dette émotionnelle. Les câlins venaient avec des intérêts, les compliments précédaient toujours une demande. Les déclarations d'amour s'accompagnaient de factures dues au moment le plus inattendu. Son corps a développé une réponse d'alarme à la douceur, comme s'il avait appris que la bonté était un costume porté par des personnes dangereuses pour s'approcher. Aujourd'hui, face à votre amour authentique, ces alarmes internes se déclenchent non par méfiance envers vous, mais parce que son cerveau confond douceur et danger. Guérir cette allergie à la tendresse ne passe pas par convaincre son mental que c'est sûr de recevoir l'amour. Cela passe par rééduquer son système nerveux à distinguer entre gentillesse manipulatrice et affection. Ce processus demande du temps et surtout une patience infinie envers soi-même. Quatrième dynamique, cette performance perpétuelle qui épuise autant celui qui la joue que celle qui la subit. Même seul dans votre salle de bain, il répète encore des conversations imaginaires, ajuste son masque selon l'audience. Il réécrit ses messages 20 fois avant de les envoyer, module sa voix, adapte son langage corporel selon qui est présent, non pas par malhonnêteté, mais parce que l'authenticité lui semble un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Il possède une version différente de lui-même pour chaque contexte, la professionnelle, la familiale, la sociale, l'amoureuse. Toutes ces versions gravitent autour d'une question centrale. Qui dois-je être pour que cette personne m'accepte ? Dans son enfance, être authentique équivalait à s'exposer aux critiques dévastatrices de parents incapables d'aimer inconditionnellement. Montrer son vrai visage signifiait risquer le rejet, les reproches acerbes, le message que qui il était naturellement ne suffisait pas. Il a donc appris à devenir caméléon, créant différents personnages pour différentes audiences. Le problème, c'est que quand vous jouez constamment la comédie, vous finissez par perdre contact avec qui vous êtes vraiment sous tous ces masques. L'amour mature n'est pas un casting où il faut décrocher le rôle. C'est une rencontre entre deux êtres imparfaits qui choisissent de se montrer vrais malgré leur vulnérabilité, leurs jours difficiles et leurs moments de doute. Si vous avez passé votre vie entière en mode performance, l'idée même d'être aimé pour qui vous êtes vraiment peut sembler à la fois impossible et terrifiante. Cinquième cercle vicieux, cette épidémie silencieuse d'excuses permanentes. Je ne parle pas de s'excuser quand on fait une erreur, mais de s'excuser de simplement exister. Il s'excuse d'avoir faim pendant que vous cuisinez, de pleurer devant un film, de prendre de la place sur le canapé que vous partagez. Il s'excuse de mentionner ses réussites professionnelles, de rire trop fort, d'avoir besoin de temps pour digérer ses émotions. Chaque manifestation de son humanité lui semble être une transgression qui nécessite des explications. Cette habitude révèle un enfant qui a intégré que son existence même était un fardeau pour ses parents, que sa présence demandait justification, que ses besoins étaient excessifs par nature.
Quand il continue de s'excuser d'être lui-même dans votre relation, il vous enseigne malgré lui à le traiter comme quelqu'un de moins précieux. Il renforce le message toxique qu'il a reçu petit, que sa valeur doit constamment être prouvée, que son droit d'occuper l'espace n'est jamais acquis. Voici le paradoxe le plus fascinant et autodestructeur, cette attraction magnétique vers les personnes émotionnellement inaccessibles. Ce n'est pas du masochisme conscient, mais une reconnaissance neurologique de patterns familiers. Votre système nerveux reconnaît le terrain, cette urgence de conquérir l'amour, cette lutte permanente pour le mériter, cette incertitude constante sur sa propre valeur. Ce qui se passe là est remarquable d'un point de vue neuroscientifique. Son cerveau a encodé que l'amour se mérite par la souffrance, que l'incertitude signifie passion, que la conquête prouve la valeur. Quand vous lui offrez votre disponibilité émotionnelle, quand l'amour coule naturellement, sans drama, son système d'alarme se déclenche. Il interprète votre facilité à l'aimer comme de l'ennui, votre constance comme un manque de défi, votre présence comme quelque chose de trop beau pour être vrai. C'est tragique car son cœur ne reconnaît plus le langage de l'abondance affective. Il ne parle couramment que celui du manque, de l'effort désespéré et de la validation constamment remise en question. Quand quelqu'un lui parle dans la langue de la facilité, de la générosité émotionnelle et d'un amour qui n'exige pas d'être mérité, il ne le reconnaît littéralement pas comme de l'amour. Cette programmation le condamne à reproduire avec vous les mêmes dynamiques toxiques qu'il a subies enfant. Il finit dans des relations où il doit constamment prouver son droit d'exister, où l'affection est distribuée au compte-gouttes, où une partie de lui travaille sans relâche à être suffisant. Ce cycle perdure parce qu'inconsciemment, il tente encore de gagner finalement l'amour qu'il n'a jamais reçu, de se prouver à lui-même que cette fois, il est digne d'être choisi. La seule façon de briser ce mécanisme passe par quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'il a vécu. Il doit apprendre à endurer l'amour qui vient facilement, à entraîner son système nerveux à reconnaître que la disponibilité émotionnelle ne signifie pas l'ennui, mais la sécurité. L'amour pour lequel vous n'avez pas à vous battre n'est pas moins précieux. Il est plus authentique, plus profond, plus réel que celui qu'il faut conquérir de haute lutte. Dernière blessure, peut-être la plus touchante, cette terreur de devenir le parent qui l'a détruit. Il vit dans la crainte permanente de vous blesser, de paraître arrogant, de reproduire les traits narcissiques qui ont empoisonné son enfance. Cette peur le pousse à se diminuer constamment, à fuir la reconnaissance, à s'effacer quand il devrait briller. Il évite les situations où il pourrait être perçu comme spécial ou performant, minimise ses accomplissements, détourne les compliments. Au fond, il porte la croyance que d'être visible est dangereux, que cela risque de le transformer en ce parent monstrueux qu'il a élevé. Ironiquement, les personnes qui redoutent vraiment d'être narcissiques ne le sont jamais. Le fait même que cette pensée occupe son esprit, que cette inquiétude vive en lui, prouve son empathie, sa conscience morale, sa capacité à se remettre en question. Cette inquiétude même prouve leur empathie, leur conscience morale, leur capacité à se remettre en question. Les vrais narcissiques ne perdent pas une seconde à s'interroger sur leur impact sur autrui. Ils ne perdent pas le sommeil à se demander s'ils ont blessé quelqu'un. Ils ne vivent pas avec ce niveau de réflexion personnelle et de responsabilité émotionnelle. Sa peur de vous faire mal est sa plus belle protection contre cette possibilité. Elle le maintient connecté à son humanité, à sa capacité de ressentir, à son désir profond de ne pas reproduire ce qui l'a autrefois blessé. Mais quand cette peur devient si intense qu'elle le paralyse, l'empêche de briller, le rend invisible, alors cette peur même devient une nouvelle forme de prison. Maintenant que vous comprenez ces mécanismes, comment les transformer en levier de guérison? Reconnaître ces patterns ne signifie pas étiqueter cet homme comme brisé ou défectueux. Cela signifie
lui donner le pouvoir de choisir différemment, lui offrir les outils pour comprendre pourquoi il réagit comme il réagit, pourquoi il choisit ce qu'il choisit. Ces comportements ne révèlent pas un homme défaillant, mais un survivant qui a développé des stratégies d'adaptation extraordinairement intelligentes. Ces 5 mécanismes ne sont pas des défauts de caractère, mais des adaptations brillantes que son esprit a créées pour survivre dans un environnement où l'amour était conditionné à sa performance. Enfant, ces outils lui ont sauvé la vie émotionnelle dans un environnement où l'amour était conditionné à sa capacité à satisfaire des parents dysfonctionnels. Ils l'ont aidé à naviguer dans un foyer où la survie émotionnelle exigeait une vigilance constante, où l'amour devait être mérité, où l'authenticité était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Adulte, ces mêmes stratégies deviennent des obstacles à l'intimité authentique. L'hypervigilance protectrice se mue en anxiété relationnelle, les explications défensives en incapacité à poser des limites, la performance adaptative en barrière à la vulnérabilité. La transformation ne se fait pas en claquant des doigts, mais par petites victoires quotidiennes. Guérir ne signifie pas se libérer de tout cela du jour au lendemain. Cela signifie reconnaître ces schémas quand ils apparaissent, les accueillir avec douceur et patience, choisir de nouvelles réponses, étape par étape. Cela implique de transformer ces anciennes stratégies de survie en outils de construction. Construire de vraies relations dans lesquelles il n'a pas à expliquer pourquoi il existe. Construire une intimité authentique dans laquelle il est vu sans avoir à prétendre être quelqu'un d'autre. Construire un amour qu'il n'a pas à mériter parce qu'il lui est offert pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Chaque fois qu'il résiste à l'envie de se justifier et fait confiance au pouvoir de son nom, chaque moment où il choisit de rester présent face à votre tendresse, malgré ses alarmes internes, chaque instant où il révèle un fragment de sa vérité plutôt que d'endosser un masque rassurant, chaque situation où il dit « j'ai besoin de ceci » sans s'excuser d'exister, chaque fois qu'il se sent attiré par quelqu'un d'émotionnellement indisponible et qu'il choisit consciemment de se tourner vers quelqu'un de vraiment présent. Chaque moment où la peur monte, qu'il pourrait devenir comme la personne qui l'a blessé et qu'au lieu de se diminuer, il reconnaît cette peur comme preuve de son empathie. Ces micro-choix courageux réécrivent progressivement sa programmation émotionnelle. Chacune de ces décisions est un acte de courage extraordinaire parce qu'il choisit l'inconnu plutôt que le familier, la guérison plutôt que la survie. Voici 3 rituels concrets pour accompagner cette métamorphose. Premier exercice, la respiration de réancrage quand l'envie d'expliquer surgit. Il inspire profondément pendant 4 temps, retient son souffle 4 temps, expire lentement pendant 6 temps. Cette technique simple court-circuite le réflexe de justification et reconnecte à la légitimité de ses besoins. Il peut répéter mentalement « Mon non est suffisant, je n'ai pas besoin de négocier mon droit d'avoir des limites ». Deuxième pratique, l'autocompassion face aux déclencheurs de tendresse. Quand votre affection le fait se crisper, il pose une main sur son cœur et se répète intérieurement « Ce que je ressens est normal, je suis en sécurité maintenant ». Il peut visualiser son système nerveux comme un animal apeuré qu'il rassure avec patience, sans forcer ni juger. Troisième rituel, la vérification corporelle avant les interactions importantes. Il scanne son corps de la tête aux pieds, identifie les zones de tension et se demande « Quel masque suis-je en train d'enfiler et pourquoi ?» Cette pratique développe la conscience de ses automatismes et crée un espace de choix avant de réagir. Pour vous qui aimez un homme portant ses blessures, votre rôle n'est pas de le réparer, mais de créer un espace suffisamment sécure pour qu'il ose se démasquer. Cela implique de résister à la tentation de surmaterner ses vulnérabilités ou de vous épuiser à anticiper ses besoins. Votre constance affectueuse, sans drama,
lui apprendra progressivement que l'amour peut exister sans effort désespéré. Vos limites claires, sans méchanceté, lui montreront qu'on peut dire non sans déclencher d'apocalypse émotionnelle. Votre patience face à ses résistances à la tendresse lui enseignera que la douceur authentique existe vraiment. Votre refus de vous diminuer pour le rassurer lui démontrera qu'il peut briller sans éteindre la lumière des autres. L'amour que vous construisez ensemble ne ressemble pas aux passions destructrices qu'il a connues. Il ne demande pas d'explications interminables pour justifier son existence. Il ne surveille pas constamment ses réactions de peur de le perdre. Il ne punit pas ses moments de vulnérabilité par du chantage affectif. Il n'exige pas qu'il joue un rôle pour mériter sa place dans votre cœur. Cet amour mature vous voit tous les deux dans vos jours difficiles, sans poser de questions. Il reconnaît vos peurs respectives et offre sa présence plutôt que des solutions toutes faites. Il vous permet d'être authentique, imparfait, en évolution permanente. Il ne craint pas vos limites mutuelles, mais les respecte, ne vous punit pas pour vos blessures, mais reste présent pendant que vous les guérissez ensemble. La guérison n'est pas une destination qu'on atteint pour y rester éternellement. C'est un processus vivant, un engagement quotidien envers soi-même et la relation. Certains jours, les anciens réflexes parleront plus fort que les nouveaux apprentissages, des moments où la mélodie familière de la survie semblera plus rassurante que la symphonie inconnue de l'épanouissement. Il y aura des rechutes temporaires, des moments où les vieux patterns ressurgiront avec force. C'est normal, cela fait partie du chemin. Ce qui importe, c'est de ne pas interpréter ces moments comme des échecs, mais comme des informations sur le chemin parcouru. Ce qui compte, c'est que vous détenez désormais les clés de compréhension. Vous savez que ces patterns ne sont pas votre destin, mais votre point de départ, l'endroit d'où vous choisissez quelque chose de différent, de plus beau, de plus digne de qui vous êtes devenu malgré les tempêtes. Vous écrivez une nouvelle histoire avec une fin que votre enfant intérieur n'a jamais osé rêver. Cet homme qui a survécu, qui a grandi, qui choisit la guérison plutôt que la répétition, mérite un amour qui le célèbre plutôt qu'il ne le tolère, un amour qui le voit vraiment plutôt qu'il ne l'ignore, qui marche à ses côtés plutôt qu'il ne le maintient dans l'ombre, un amour qui l'accompagne dans sa transformation sans essayer de le changer, qui honore son courage sans minimiser ses blessures. Cet amour existe, il vous attend tous les deux, et vous méritez de le recevoir exactement comme vous êtes maintenant, non pas comme récompense pour une guérison parfaite, car la guérison n'est pas une destination où l'on arrive et où l'on reste pour toujours. C'est un processus, un engagement quotidien envers vous-même, un choix conscient de répondre différemment chaque fois que les anciens schémas remontent à la surface. L'amour que vous cherchez non seulement existe, mais il vous cherche aussi.